Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le premier tour de l'élection présidentielle française de 2022 vient de se terminer le 10 avril. Comme en 2017, Emmanuel Macron, candidat de la République En Marche, et Marine Le Pen du Rassemblement national vont s'affronter au second tour. Alors, quelles sont les particularités de cette présidentielle 2022 ? Quel impact le résultat final de cette élection va-t-il avoir sur les relations sino-françaises ? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Zheng Ruoling, chercheur principal à l'Institut Taihe et chercheur à l'Institut sur la Chine de l'Université Fudan, et M. Richard Herbst, journaliste français. Bonjour. Bonjour. Alors, 5 ans après, c'est finalement le même duel. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent de nouveau pour le second tour de l'élection présidentielle. Monsieur Zheng, comment analysez-vous ces résultats du premier tour ? C'est prévu depuis un certain temps. J'ai écrit plusieurs fois, j'ai fait des conférences, etc. J'ai déjà prédit ce résultat. Apparemment, depuis 5 ans, il n'y a pas de nouvelles têtes politiques qui puissent rivaliser, et ni Marine Le Pen. Et ce résultat, je crois, c'est souhaitable, mais aussi prévisible. Et Monsieur Herbst, que pensez-vous de cette nouvelle confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Le premier tour marque-t-il un changement du paysage politique français ? Un peu quand même, parce que ce deuxième tour va être beaucoup plus serré que ne l'était celui de 2017. C'est bien sûr, c'est les deux mêmes candidats, Zheng Ruoling a raison de le dire, mais enfin, c'est pas la même configuration. D'abord, Marine Le Pen a des réserves de voix, notamment chez Éric Zemmour, qu'elle n'avait pas la première fois. Et puis, c'est la même chose d'ailleurs pour Emmanuel Macron. Il a aussi quelques réserves de voix. Ils sont presque à égalité de ce point de vue. Mais il y a une inconnue, je trouve, c'est que vont faire les électeurs de Mélenchon. Mélenchon, il a dit qu'il ne fallait pas donner de voix à Marine Le Pen, mais il n'a pas appelé pour voter pour Emmanuel Macron. Donc voilà, ça va être assez serré. Le débat qui va avoir lieu, enfin la campagne qui va avoir lieu dans cet entre-deux tours va être beaucoup plus importante que d'habitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débat, ça c'est normal. Il sera très différent, je pense, de celui de 2017 où Marine Le Pen pensait pouvoir déstabiliser le jeune Macron, se moquer un peu de lui, être ironique. Ça, elle ne va pas faire comme ça. Elle a fait une campagne très différente jusqu'ici. Elle a fait une campagne où elle insistait sur des dossiers de fond, en particulier sur le niveau de vie. Et elle va être très différente, ça va être beaucoup plus serré. Donc voilà, on est dans une période plus serrée. En principe, d'après les sondages, d'après les résultats du premier tour, Macron est un petit peu en tête, mais c'est pas gagné forcément. C'est vrai, les électeurs de Mélenchon vont choisir soit Macron, soit Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est selon Marx, c'est d'après, comment dirais-je, une division politique claire, gauche-droite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est la mondialisation. Je crois, ce qui divise les électeurs, c'est pro ou contre la mondialisation. Et les électeurs, une partie au moins des électeurs de Mélenchon vont voter Marine Le Pen parce que, tout simplement, ils sont tous contre la mondialisation. Mais est-ce que cela va suffire pour que Marine Le Pen pour vraiment l'emporter au deuxième tour? Je ne crois pas du tout. Pour moi, sur ce point, je suis plutôt, comment dirais-je, optimiste pour Macron. C'est-à-dire,
Vous voyez, presque tous les candidats, sauf peut-être Zemmour ou Montaignant, ont appelé à voter soit pour Macron, soit contre Marine Le Pen. Et dans ce Oui, mais cas-là, enfin, je vois aucune chance pour Marine Le Pen. Et surtout, c'est que voter l'extrême droite, vous voyez, c'est encore politiquement pas très correct. juste une remarque concernant l'électorat de Mélenchon. Je pense qu'une grande partie va s'abstenir. Ils sont appelés par Mélenchon à voter contre Marine Le Pen, et je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de réserve de voix de ce côté-là. L'abstention, cette fois-ci pour le premier tour, c'est 26, plus de 26%. Hein, c'est, depuis 27. 2002, c'est le plus grande abstention pour le premier tour. Et là, je crois, il faut faire des analyses. Le deuxième tour, en général, les gens vont voter plus massivement, plus activement. Mais cette fois-ci, comme Richard a dit, ça, je suis très d'accord, c'est que peut-être cette fois-ci, au deuxième tour, il y aura probablement plus d'abstention que le premier tour parce que les gens ne savent plus que choisir. Vous voyez, 3 jours avant les élections, il y a un sondage qui montre l'absurdité de cette élection 2022. C'est que ce sondage montre que 70% de Français veulent changer la politique, veulent changer le leader d'État, veut changer, enfin, veut changer tout. Mais en réalité, ils ont voté la même personne. Vous voyez, c'est l'absurdité totale. Oui, et puis alors il y a une dernière remarque qui est très importante, c'est qu'est-ce qui va se passer après. De toute façon, il va y avoir des élections législatives qui seront en juin. Et là, est-ce que le président ou la présidente élu aura une majorité? Ça, c'est une grande inconnue. Est-ce que le Parti socialiste et les républicains qui se sont historiquement effondrés, là, ils vont réussir à garder un grand nombre de députés ou pas? Ça, c'est un mystère. Et les défis du nouveau gouvernement sont nombreux. Monsieur Arst, d'après vous, quels sont les principaux problèmes auxquels est confrontée actuellement la société française? C'est une économie au ralenti, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période de la pandémie où l'économie était carrément bloquée et elle n'a pas vraiment repris. Elle reprenait dans certains domaines. Et puis, il y a la crise de l'Ukraine qui complique tout actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'on on a coupé les relations économiques largement avec la Russie. Et ça, c'est assez préjudiciable pour l'économie française et l'économie européenne, notamment en matière de pétrole, de gaz, de charbon aussi. Tout ça, c'est très ralenti. Voilà, l'état de l'économie actuellement, c'est ça, c'est un ralentissement contre lequel il va falloir trouver les remèdes, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord sur ce point avec M. Richard, c'est que le développement économique est devenu, Ralenti. oui, ralenti. C'est le principal défi pour le nouveau président, enfin, le président élu. Mais il faut dire une chose, c'est que le système démocratique électoral a changé depuis à peu près vers la fin des années 80, le début des 90. C'est-à-dire, avant cette période, n'importe qui élu le président de la République française peut voir une économie qui monte, qui continue à monter, qui continue à se développer, n'importe qui. Vous voyez, sous Giscard, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand. Mais justement, après les années 90, les difficultés ont commencé. Pas seulement pour la France, mais pour le monde occidental, c'est-à-dire pour
tout système démocratique, le tournant est évident, tellement évident que n'importe qui, une fois élu, doit être en face d'une énorme difficulté, c'est ralentissement du développement économique. Vous voyez, 2007, Sarkozy élu, mais il n'a pas pu être réélu à cause de l'économie. Hollande élu 2012, mais il n'a pas pu être réélu non plus à cause de ralentissement aussi économique. Et cette fois-ci, si Macron peut être réélu, ce n'est pas grâce à son développement économique, mais c'est grâce à une crise Covid-19 et une autre crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et troisième point, c'est qu'il n'y a pas un adversaire réellement sérieux. Et sur ce point, moi, je pense qu'il faut réfléchir que quel est l'avenir pour le système électoral démocratique. Oui, c'est pas faux tout ça, mais il faut bien voir, aucun président de la République en France n'a été élu une deuxième fois, sauf s'il avait terminé son premier mandat par une cohabitation, c'est-à-dire s'il avait gouverné avec le parti d'en face. Sinon, la réélection d'un président, ça s'est jamais vu. Donc c'est assez historiquement important là, ce qui va se passer dans 15 jours. Et quelles sont les positions des deux finalistes concernant les relations sino-françaises, Monsieur Zheng? Concernant les relations entre la Chine et la France, je crois qu'une fois réélu, Macron, le président Macron va aller dans cette direction. J'en suis convaincu. Parce que en 2017, une fois élu, il a déjà montré une certaine volonté d'améliorer les relations franco-chinoises. Le premier pays asiatique que Macron a visité, c'était la Chine. Et surtout, une fois arrivé en Chine, il a dit une phrase qui m'a attiré mon attention, il a dit « Je reviendrai tous les ans ». Pourquoi? Pour connaître ce pays, pour améliorer les relations entre nos deux pays. Malheureusement, c'est le Covid-19 qui a empêché Macron de venir tous les ans en Chine. Mais Macron est aussi un leader européen lucide. Il a vu, il a dit que l'hégémonie occidentale est peut-être en train de se terminer. L'avenir de l'humanité doit être dans la coopération internationale et surtout il a beaucoup insisté sur l'importance des relations franco-chinoises. Et je pense qu'une fois réélu, et cette fois-ci, ce sera son dernier mandat, parce qu'en France, on ne peut plus. On ne fait pas plus. Voilà. En ce moment-là, un politique pourrait probablement montrer sa volonté de réaliser ses idées réelles de la politique. Et là, je crois que renforcer la relation franco-chinoise, c'est son souhait dès le départ. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il a fait 2 voyages en Chine où il montrait un intérêt pour le pays, un intérêt pour l'économie chinoise et les relations avec la France. Et ce qui est plus original, c'est du côté de Marine Le Pen. Elle n'a jamais mis les pieds en Chine, mais elle a des idées dessus. Je l'avais vue en 2012, elle était déjà candidate, et je lui avais demandé ce qu'elle pensait, candidate à la présidentielle, et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la Chine. Elle était assez intéressante parce qu'elle disait je suis nationaliste, les Chinois le sont aussi, nous pouvons nous comprendre. Et elle disait que la Chine, j'ai ça sous les yeux, je trouve légitime et logique qu'un grand pays comme la Chine défende ses intérêts. Il est parfaitement cohérent que ses intérêts ne soient pas les mêmes que ceux de la France. Hein. J'ai le plus grand respect pour une nation qui défendent leurs intérêts. Voilà ce qu'elle disait. Elle a une espèce d'attirance de contact avec la Chine
peut-être que ça ne servira pas spécialement si elle n'est pas élue, mais enfin, c'est assez intéressant. Voilà, c'est peu connu. Pour la relation franco-chinoise, je crois il n'y a pas de problème avec Emmanuel Macron. C'est un connaisseur de la Chine, c'est un ami de la Chine. Mais le problème, c'est que dans le milieu politique français et dans le milieu médiatique aussi français, il y a toujours une ambiance très anti-chinoise qui existe. Vous voyez, euh, les gens ont même fait voter à l'Assemblée une résolution contre un fait irréel de génocide des Ouïghours. C'est incroyable. J'ai passé des Mhm. années et des années en France. Jamais l'Assemblée française a voté une telle résolution pour basée sur une telle, comment dirais-je, un fait entre guillemets jamais reconnu ni par l'ONU, ni par les pays musulmans, ni par aucune administration internationale. Oui, C'est mais vraiment, attendez, c'est vraiment dommage parce que Macron, sous cette pression, est-ce qu'il peut aller un peu plus loin dans les relations avec la Chine? J'en doute un peu et je regrette aussi. Et toujours sur les relations sino-françaises, dans le contexte actuel, alors que la pandémie du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien se poursuivent, quelle importance revêtent les relations sino-françaises pour le développement économique et la paix dans le monde? Monsieur Zheng. Bon, vous savez, ce catastrophe de Covid-19 montre très bien que la coopération internationale est ultra importante pour une telle catastrophe. C'est bien dommage qu'on n'a pas pu bien négocier, bien parler, bien coopérer. Vous voyez, en Chine, il y a très peu de contaminés, très peu de morts, mais la Chine a utilisé une façon différente que les Européens. Les Européens laissent un peu aller, le virus contamine de plus en plus de gens, il y a beaucoup plus de morts aussi, tandis qu'en Chine, c'est l'inverse. Donc, la Chine veut éliminer les virus dès le début, dès le départ. Si l'Europe fait de même comme la Chine, je crois que le monde aujourd'hui sera différent. C'est bien dommage. Mais bien sûr, l'Europe a le droit de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, à partir de maintenant, le virus est en train de muter. Et c'est très dangereux pour nous, les Chinois aussi. À Shanghai, par exemple, la contamination commence à répandre d'une façon très spectaculaire, très difficile. Mais on verra si la Chine peut vaincre ce défi. Je pense, une fois élu, nous devons inviter Macron à venir en Chine, justement pour parler de tous ces problèmes. J'ai l'impression que Macron est l'un des rares leaders européens qui veut vraiment parler avec la Chine. Auparavant, il y a Angela Merkel, le Premier ministre Allemand. allemand, pardon. allemand. Oui, maintenant, je crois que Macron est devenu le seul leader européen qui connaît, enfin, grand pays européen qui connaît réellement la Chine. Et la France a pris le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne pour une période de 6 mois et relance, puissance, appartenance. Tel est le slogan choisi par la France durant sa présidence de l'UE. Jusqu'à présent, cette présidence française a-t-elle eu une véritable influence sur l'avenir de l'UE, Monsieur Arst?
Non, elle n'a pas eu une véritable influence, bien qu'il y ait des dossiers qui sont en cours. Par exemple, Macron avait dit qu'il voulait simplifier les règles budgétaires qui régissent le budget européen. Il a commencé à y travailler. Il veut aussi, a-t-il dit, améliorer les conditions de l'immigration vers l'Europe des peuples venus d'autres continents. Tout ça, c'est en cours, mais tout a été compliqué, premièrement, par l'Ukraine, qui fait que c'est le dossier prioritaire actuellement, et deuxièmement, en France, par l'élection présidentielle. En fait, Macron a voulu être président de l'Europe à ce moment-là. En principe, c'était le tour de l'Angleterre. Mais comme l'Angleterre a quitté l'Europe, c'était la France qui arrivait après. Et donc, au lieu d'être présidente, c'est pour 6 mois la présidence de l'Europe, chaque pays l'un après l'autre. Ça aurait dû être à la fin, au deuxième semestre de cette année. Donc là, c'est la France. Ça tombe pendant la présidentielle et je pense que Macron pensait lier les deux. C'est-à-dire qu'on aurait parlé des grands dossiers européens à l'occasion de la présidentielle. Et à cause de l'Ukraine, en fait, c'est pas ce qui se passe. Mais en même temps, le fait qu'il soit à la tête de l'Europe actuellement et qu'il soit l'un des rares dirigeants européens qui téléphone de temps en temps à Poutine, ça donne une certaine dimension à cette présidence européenne par la France. Et le concept de l'autonomie stratégique européenne a fait l'objet de nombreuses discussions et depuis son entrée en fonction en 2017, Emmanuel Macron a été le principal défenseur du développement de l'autonomie stratégique européenne. D'après vous, Monsieur Zheng, quelle est l'importance de cette autonomie stratégique européenne? Vous voyez, l'Europe, en réalité, doit être une force internationale très importante. Du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue militaire aussi, encore plus du point de vue culturel, l'Europe doit être une puissance qui compte. Mais malheureusement, l'Europe, à cause de 27 pays, chacun ses idées, chacun ses intérêts, et l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix. Je me rappelle que l'Europe, jusqu'à maintenant, pour une résolution, une politique, un pays peut voter non pour empêcher toute l'Union européenne de prendre une telle ou telle décision. Je vois que il y a un Français, un génie, c'est Giscard d'Estaing qui a fait un projet sur la Constitution européenne, c'est-à-dire double majorité, majorité de la population et majorité de pays, pour que l'Europe puisse décider sur telle ou telle politique. Mais il n'a pas réussi parce que dans le référendum, son projet était jeté. C'est bien dommage parce que l'Europe est une puissance, mais les Européens n'arrivent pas à s'unir. C'est bien Alors là, dommage. je fais quand même une remarque sur l'Ukraine. Actuellement, l'Europe parle d'une seule voix. Il y a eu un progrès assez considérable de l'Union européenne depuis quelques mois, où ce qui se passe du côté de l'Ukraine est à peu près vu du même point de vue par tous les pays européens. Il n'y a pas tellement, pour l'instant, non, il n'y a pas de fissure là-dedans. Même la Hongrie, qui est plutôt proche de la Russie, elle suit l'Europe en ce moment. Et une prise de conscience assez récente, mais qu'il faut prendre en compte. Bon. Et à côté de ça, oui. La question de l'Ukraine, c'est vraiment... Richard, tu cites cet exemple, c'est assez curieux parce que, vous voyez, ce conflit Ukraine-Russie, c'est justement, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe.
c'est dans l'intérêt des États-Unis plutôt. Les États-Unis préfèrent voir que les relations entre l'Europe et la Russie se dégrader, tandis que l'Europe et la Russie ont des intérêts communs sur l'énergie, sur Ah l'économie. oui, oui, Mais bien sûr. comment voyez-vous ça? C'est les États-Unis qui veulent que l'OTAN aille vers la frontière de la Russie. C'est pas dans Non, mais l'intérêt. ça, C'est pas c'est pas dans une question l'intérêt. d'intérêt. Non, non, mais je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que l'attitude de la Russie contre l'Ukraine fait que les Européens ne peuvent pas être du côté de la Russie. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, actuellement, l'Ukraine était un pays qui, peu à peu, évoluait beaucoup et se rapprochait des critères de l'Europe. On le sent bien. Donc là, la Russie a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Autrement, le rapprochement entre l'Europe et la Russie, bien sûr, tu as raison, évidemment. Mais là, ce n'est pas possible. Il a eu le geste qui ne convient pas. Et je ne sais pas comment ça va se terminer d'ailleurs, mais c'est mal parti. Toutes les entreprises françaises qui travaillaient en Russie ont fermé leurs portes, enfin toutes, presque toutes. Je ne vois pas comment ça va pouvoir continuer tant que Poutine est dans cette logique extrêmement dangereuse, et pour lui et pour le reste du monde. Richard, tu sais, tu étais en Chine depuis pendant très longtemps, tu connais bien les Chinois. Il y a un proverbe chinois qui dit que un homme à côté de l'échiquier est souvent plus lucide que les gens qui sont en train de jouer. Nous, les Chinois, nous regardons ce conflit entre l'Europe et la Russie. C'est bien dommage que l'Ukraine ait jouée ainsi par les Américains pour susciter un conflit entre l'Union européenne et la Russie. C'est bien dommage. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie, Monsieur John Rowling et Monsieur Richard Hurst, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses sur ce sujet. Merci. Merci, merci. C'est toujours très intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.